Et quel bordel la Roche-sur-Yon pour se garer le matin. Du coup, je me suis mis là. Oui, je sais bien, ça sera compliqué pour repartir, mais on se débrouillera. Bonjour à tous. Alors, la chronique du jour, elle est consacrée à qui, à quoi? À Richelieu, les amis. Eh bien oui, un prélat et homme politique français dont l'histoire est intrinsèquement liée à celle de la Vendée et surtout, bien sûr, à celle de la France. Alors, pourquoi surtout? Parce qu'à l'intérieur, Richelieu a considérablement renforcé l'autorité royale et par conséquent marqué une étape décisive vers l'absolutisme. Et parce qu'à l'extérieur, il a su imposer la prépondérance française en Europe, notamment au détriment des Habsbourg. Mais avant cette destinée nationale, il commence véritablement sa carrière en tant qu'évêque de Luçon, à partir de 1608, réellement, et le restera jusqu'en 1623. À sa prise de fonction, il qualifie son évêché comme le plus vilain de France, le plus crotté et le plus désagréable. Rien que ça. Pourtant, il fut un tremplin dans son accession au sommet du pouvoir, aux plus hautes fonctions de l'État. Ce n'est pas anodin s'il devient cardinal en 1622 et entre au conseil du roi Louis XIII comme principal ministre en 1624. Ainsi, comment la Vendée a-t-elle créé cette étape essentielle dans sa carrière d'homme d'État, de grand homme d'État, devrais-je dire? Richelieu, c'est le fils d'un grand prévôt de France. Un temps destiné à la carrière des armes, c'est le renoncement de son frère à l'évêché de Luçon qui le contraint d'entrer dans les ordres en 1605 et donc d'embrasser une carrière religieuse afin que sa famille puisse conserver le bénéfice de cet évêché qu'elle considère comme une importante source de revenus. Nommé évêque de Luçon en 1606 par le roi Henri IV et après avoir reçu l'investiture canonique, il ne se rendra dans son évêché qu'en 1608. Après avoir fait une halte à Fontenay-le-Comte, le 16 décembre, il célébrera enfin 6 jours plus tard sa messe d'installation en la cathédrale de Luçon, qui est, comme vous le savez, la capitale ecclésiastique du Bois-Poitou depuis le XIVe siècle. Il découvre un territoire pauvre et à l'histoire douloureuse. En effet, dans cet évêché ravagé par les guerres de religion, notamment du fait de sa proximité avec La Rochelle, alors premier bastion du protestantisme en France, tout est à remettre en ordre, écrira François Hildesheimer. La faiblesse de ses moyens et la médiocrité de son installation le dépriment. Mais, loin de se laisser abattre et sans pour autant être rompu à la tâche, ce diocèse, il va l'administrer avec zèle et y révéler ses compétences organisationnelles, diplomatiques et surtout, de meneur d'hommes. Il y restaure l'autorité épiscopale et sera le premier évêque de France à faire respecter les mesures prescrites par le Concile de Trente entre 1545 et 1563. On lui doit, à Luçon, la fondation du premier séminaire de France et la rédaction de plusieurs ouvrages dont l'objectif est de donner une instruction religieuse stricte à ses ouailles, à ses fidèles si vous préférez. On peut citer par exemple l'instruction du chrétien. Aux États généraux de 1614, il se distingue comme député de son ordre, en tant que représentant du clergé poitevin. Puis, remarqué par la reine-mère, Marie de Médicis, il devient, un an plus tard, grand aumônier de la reine Anne d'Autriche. Il accédera en 1616 au poste de secrétaire d'État à la guerre et aux affaires étrangères. Son défi sera alors de se rapprocher du jeune roi Louis XIII. Nommé cardinal en 1622, il quitte l'évêché de Luçon l'année suivante, qui ne pouvait suffire à ses ambitions, vous l'avez bien compris. Richelieu entre au Conseil du roi 2 ans plus tard. Et, en tant que ministre principal, c'est-à-dire un chef de gouvernement sans le titre tout simplement, il restera jusqu'à sa mort en 1642. Il deviendra rapidement le bras droit indispensable de Louis XIII, auquel succédera un autre cardinal très connu, Mazarin. Vous l'aurez compris, Richelieu doit à l'évidence bien plus à l'évêché de Luçon, qui lui a servi de tremplin pour accéder au sommet de l'État, que celui-ci ne lui doit. Et cela malgré l'impulsion qu'il a pu lui donner et les réformes qu'il y a apportées. Sa force, c'est qu'il a su saisir une occasion, profiter d'une situation qui n'était pas, pour le moins, des plus favorables. La prochaine chronique sera consacrée aux guerres de Vendée, plus précisément à leurs origines. On cherchera à répondre à une question centrale. Pourquoi donc les Vendéens ont-ils pris les armes contre la République à partir de mars 1793 ? Allez,
Bonne semaine à tous. Et d'ici là, n'oubliez pas, vous allez beaucoup me manquer.